bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de région. Vous l'aurez remarqué, les premiers frimas de l'hiver sont là et beaucoup s'y préparent depuis longtemps. Dans cette émission, nous vous emmènerons dans une station avant le ski pour y voir les derniers préparatifs. Et puis dans les coulisses des autoroutes, auprès de ceux qui s'occupent de votre sécurité par tous les temps. Nous vivrons le quotidien des agriculteurs en ce début d'hiver et nous irons aux côtés des associations caritatives pour qui l'hiver est déjà bien là. À la station des Rousses, la vie tourne autour de la neige depuis plusieurs mois déjà. Sur les pistes, les techniciens terminent l'entretien des remontées mécaniques et des enneigeurs bien avant l'arrivée des premiers flocons. La neige que l'on produit au mois de novembre-décembre, c'est celle qui fondra au mois de mars-avril. Comme tous les ans, du 15 novembre au 15 mars, les routes entrent dans la période de viabilité hivernale. Les agents peuvent intervenir à tout moment, jour et nuit, en cas de mauvaises conditions météo. De toute façon, nous, on se prépare. La neige, elle tombe ou elle ne tombe pas. On dit un peu avec malice qu'on aime bien qu'elle tombe sur les pistes et puis pas sur nos autoroutes. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on est prêts. Nous avons accompagné les bénévoles de la Croix-Rouge d'Auxerre dans une des maraudes qu'ils effectuent plusieurs fois par semaine lorsque le froid arrive. La Croix-Rouge d'Auxerre agit au quotidien auprès des personnes en détresse grâce à l'engagement de retraités et de salariés. Vous savez, il y a des fois, j'en ai les larmes aux yeux. Là. Je rentre à la maison, les larmes aux yeux. On n'endort pas. Et pourtant, je suis un vieux monsieur. J'en ai vu. Que font donc en hiver les paysans des zones de montagne? Autrefois, ils se changeaient en forgerons, bûcherons, lunetiers ou horlogers, tout en continuant à s'occuper de leurs bêtes. Aujourd'hui, les troupeaux sont beaucoup plus importants. Ils travaillent en GAEC et vivent des revenus de leur lait. Nous avons une filière qui fonctionne bien et qui nous permet effectivement de vivre de notre travail. L'hiver vient tout de suite dans Enquête de région. On va tout d'abord s'intéresser aux stations de ski de notre région. Elles préparent la saison hivernale bien avant l'arrivée de la neige. Aux Rousses, la plus grande station du Haut-Jura, les techniciens et les professionnels du tourisme sont sur le pont depuis plusieurs mois. Tout de suite, reportage dans les coulisses des derniers préparatifs. L'été se termine à peine dans le Haut-Jura. À la station des Rousses, tout le monde prépare déjà l'arrivée de la neige. Le compte à rebours a commencé. Les sportifs, les commerçants et les techniciens doivent être prêts avant les premiers flocons et l'ouverture des pistes. Julien et Corentin vérifient les 34 remontées mécaniques de la station. Ils grimpent sur chaque pylône à 6 mètres de hauteur. On va enlever le câble de la poulie pour voir si les roulements de la poulie tournent correctement, s'ils font du bruit, s'il faut les changer ou pas. On fait tourner la poulie, on écoute tout simplement le roulement. Et si le roulement il fait pas de bruit, il est bon, on le regraisse. Et il est bon pour la saison qui arrive. Et s'il n'est pas bon, on fait tomber la poulie et on change le roulement. C'est bien rouillé. Rouillé, ouais. Ce jour-là, il fait beau. Le travail est relativement facile. Mais la dernière poulie est récalcitrante. Qu'est-ce qui se passe? La goupille qui est coincée puis qui casse à l'intérieur de l'axe. Et j'arrive pas à la sortir, du coup, on va voir quand on va essayer de la sortir, de toute façon on n'a pas le choix. Impossible de changer le roulement, il faudra revenir le lendemain. Les techniciens passent en moyenne une demi-journée par pylône. Ils travaillent toute l'année à l'entretien des remontées. Dès qu'on ferme la station pour aux clients, on commence l'entretien sur les téléskis qui sont faciles d'accès. Donc ceux qui sont en bas, puis dès qu'il n'y a plus de neige, on commence à aller faire les grands téléskis qui montent jusqu'au sommet. On en profite l'été quand on peut accéder en 4x4 pour monter. De avril jusqu'à décembre, là, début décembre, on va être à fond. À quelques kilomètres de là,
Frédéric passe lui aussi son matériel en revue. Il remet en route une des 3 usines à neige de la station. Des pompes comme celle-ci alimentent en eau les 70 enneigeurs. Moi, il ne veut pas s'exciter parce que là, il pousse l'eau jusqu'en haut du télécorde, il la redescend à 2 mètres cubes. Il faudra un petit peu de temps, oui. Mais au moment des premiers essais, mauvaise surprise, il y a une fuite. Le regard est complètement inondé. C'est les mises en route. C'est les mises en route parce que ça fait 8 mois que ça n'a pas tourné. On a fait l'entretien en fin de saison. On intervient un peu dans la saison pour faire 2-3 bricoles, mais le gros de l'entretien est fait au printemps. Par contre, à l'automne, quand on remet en route, des fois on a des surprises. Dont celle-là. Et elle m'embête un peu parce que je sais le boulot qu'il y a et il y en a pour 2 heures dans le regard. Là, ouais. Le nivoculteur et les 3 saisonniers qui l'accompagnent risquent de perdre plusieurs jours sur leur programme déjà chargé. Les machines doivent produire de la neige dès que la température et l'humidité le permettront. La neige de culture peut recouvrir jusqu'à 20% du domaine skiable. On essaie de tenir un calendrier de l'offre pour assurer une ouverture à une date. Et la neige que l'on produit au mois de novembre-décembre, c'est celle qui fondra au mois de mars-avril. Puisqu'elle a une consistance un peu plus dense en eau, elle va rester beaucoup plus longtemps sur la piste. Donc elle est moins abrasive aux skieurs, au vent, à la pluie, elle va rester beaucoup plus longtemps. La neige, Alain Board ne l'a pas attendue. Ce passionné de ski de fond s'entraîne toute l'année. Il fait régulièrement des raids longue distance en ski roue, une discipline désormais pratiquée par tous les champions pour préparer leur saison. Aujourd'hui, le skieur travaille son endurance. L'hiver, on est dans un milieu privilégié, sur des pistes en pleine nature, que là, on est quand même sur du goudron, ici sur un site vraiment sécurisé, mais après, on en fait aussi sur les routes où il y a la circulation. On retrouve un peu les sensations de vitesse et puis d'équilibre, de glisse qu'on peut avoir en hiver. Donc, c'est des sensations bien agréables. Pendant l'hiver, Alain Board est moniteur de ski. Il travaille aussi dans un magasin de sport. Sa spécialité, le ski nordique bien sûr. Il monte des centaines de paires de skis qui seront vendus pendant la saison. Et puis, il prépare le matériel déposé par des clients. Donc on rebouche les trous avec un pistolet, une matière qui est exactement la même que la semelle du ski. Ensuite, on passe sur cette machine qui va enlever le surplus pour que la semelle soit complètement égale, linéaire. Et la dernière phase, ce sera de passer sur la futeuse qui refait l'écart sur les 2 faces. Mais l'activité la plus importante en cette saison, c'est la gestion du stock et le rangement. Plusieurs camions livrent des dizaines de colis chaque jour. Ça y est, la saison est partie, on reçoit des colis tous les jours, on met en place, on étiquette, on prépare aussi une foire au ski. Donc ouais, beaucoup de boulot, même si les clients sont encore pas là, il y a beaucoup de travail de préparation. En fait, on a fait des commandes au printemps dernier, mars-avril, et on est livré, donc on réceptionne, on surveille quand même que les quantités soient respectées, que les produits qu'on ait commandés soient dans les cartons. Ça arrive souvent qu'il y ait des litiges parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps, donc ouais, faut être assez vigilant là, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent en jeu. L'hiver représente 75% du chiffre d'affaires du magasin, surtout grâce à la vente de matériel de ski. C'est aussi la saison la plus importante pour les hébergeurs. La station compte plus de 24 000 lits touristiques, des hôtels, des gîtes, mais aussi des refuges. Teddy et Louise préparent leur première saison en tant qu'hébergeurs. C'est la nouveauté de cette année, c'est l'hébergement en yourte, donc l'hébergement insolite en yourte. Donc ça reste très rustique, hein, confort minimum. Voilà, on ne propose pas de douche, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité dans la yourte, c'est un simple couchage rustique mais sympathique. Cette yourte est le seul hébergement insolite de la station. Elle est installée uniquement pendant la saison hivernale pour accueillir des skieurs et des randonneurs. Les gens venaient ici et voulaient rester pour la nuit, pour, je pense, l'aventure. Donc suite à ces demandes, on s'est dit pourquoi pas.
Teddy a transformé cette ancienne ferme d'alpage en refuge il y a 2 ans. Avec sa nouvelle associée, ils font tout eux-mêmes, les repas, les animations et le balisage. Pendant l'hiver, le chalet est isolé, alors il faut penser à tout. C'est tout à vue. Comme on pense. Donc en gros, dès qu'on voit plus l'autre, on peut le mettre... Ah ok. Voilà. Il n'y a pas d'accès du tout motorisé à la loge. Du coup, c'est soit à pied, en ski de fond, en raquette, à cheval. Un lieu isolé que les 2 amis veulent rendre vivant. Encore quelques détails à régler et la saison pourra démarrer. Teddy et Louis sont confiants. Ils ont déjà plusieurs réservations. Tac, tac. Ok, 12 personnes dans l'idée, entre 12 et 15. Ouais, 12. Ouais, 12. Ok, je vais prendre un petit mail, comme ça on va pouvoir vous donner les détails du menu, etc. Dans les gîtes et sur les pistes, tout le monde attend la neige avec impatience, en espérant qu'elle reste le plus longtemps possible. Les premiers touristes arriveront mi-décembre. La station des Rousses vivra au rythme des sports d'hiver jusqu'au printemps. Bonjour Nicolas Gottorb. Bonjour, merci de nous accueillir ici à l'Office du tourisme de Besançon. Vous êtes le directeur de l'espace nordique jurassien. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit? Alors l'espace nordique jurassien, c'est une association qui regroupe les sites nordiques du massif du Jura. Donc une association qui regroupe les sites de l'Ain, du Doubs et du Jura. Donc 30 sites nordiques fédérés autour de l'association Espace Nordique Jurassien. Quand on dit site nordique, c'est quoi? C'est des stations de ski pour parler clairement? Voilà, alors c'est des stations de ski, bien sûr, qui ont des pistes de ski nordique, de ski de fond, ou de raquettes à neige, ou de chiens de traîneau. Et la plupart ont également des pistes de ski alpin. La marque Montagne du Jura, c'est une marque qui marche bien pour attirer les touristes dans notre région toute la saison hivernale? Alors les départements de l'Ain, du Doubs et du Jura ont trouvé une solution vraiment intéressante pour promouvoir le territoire des montagnes du Jura. La solution, ça a été de se regrouper, de se fédérer pour être plus forts et pour pouvoir aller toucher des clientèles périurbaines dans des gros centres de population tels que Paris, l'Île-de-France, Lille, le Nord, la Belgique ou les Pays-Bas. Qu'est-ce qui va faire la différence? Sur quoi vous insistez, nos montagnes, nos stations jurassiennes, par rapport à nos voisines des Alpes, par exemple? Alors, le massif du Jura, on a des stations donc, qui sont situées entre, en gros, 1000 mètres et 1700 mètres. Donc forcément plus basses que les Alpes. Donc nécessairement, en étant à la même latitude, on a un peu moins de neige, potentiellement, puisque voilà. Par contre, la particularité du massif du Jura, ça va vraiment être de proposer des stations villages. On ne construit pas des stations au fond des vallées en altitude dédiées exclusivement à la pratique du ski, à la fête ou à des ambiances un petit peu vraiment festives. On va plutôt proposer l'activité de neige, que ce soit le ski de descente, le ski de fond, la raquette à neige, dans les villages. Le ski et les loisirs. Voilà. Et en plus, on est sur des territoires où il y a également du tourisme l'été. Donc ça veut dire qu'on a installé un certain nombre de lieux de visite, des musées, visiter des fermes, visiter des fromageries, faire des pratiques d'activités un petit peu différentes. Alors, destination différente, on le voit, Nicolas Gottorb, mais du coup, est-ce que ça draine un public différent? Est-ce que le public qui se déplace l'hiver dans les montagnes du Jura, c'est un public par exemple plus familial peut-être? Alors, les montagnes du Jura et leurs stations, en particulier en hiver, sont vraiment très bien adaptées pour les familles, puisqu'on a une offre qui est peut-être un petit peu plus petite que dans les Alpes, moins stressante, loin des grandes activités stressantes, mais en même temps, une offre petite avec les mêmes services qu'on va retrouver dans toutes les stations des Alpes, les écoles de ski, les loueurs de ski, une offre multi-activités et de l'offre visite pour l'après-ski. Donc les familles vont évidemment être très intéressées par le massif du Jura, mais pas uniquement. Vous avez des gens qui viennent dans le massif du Jura parce qu'ils souhaitent vraiment se déconnecter complètement de la vie stressante de Paris ou des grandes villes. Et dans le massif du Jura, ils vont retrouver ce calme, cette sérénité, ces grands paysages et ces grands espaces. Et ils viennent de loin parfois? Alors, on a une clientèle quand même essentiellement française. Après, comme on a travaillé en termes de communication les territoires Pays-Bas, Belgique, Suisse et Allemagne, désormais, on a un petit peu de gens qui viennent de ces territoires-là, mais ça reste essentiellement une clientèle française.
Merci Nicolas Gottorp pour ces explications et bon préparatif. Dernière ligne droite avant l'arrivée en station des touristes, à vous et aux professionnels du ski et des stations de montagne. Merci. Merci à vous. Alors certains, peut-être comme vous, préparent l'hiver seulement au mois de décembre, en même temps que le sapin de Noël et les fêtes de fin d'année. Et bien d'autres y pensent plus largement avant. C'est le cas des salariés d'APRR, Autoroute Paris-Rhin-Rhône, qui préparent votre sécurité en cas d'aléas climatiques et qui donc préparent l'hiver depuis déjà plusieurs mois. Nous sommes allés à leur rencontre. Reportage tout de suite dans les coulisses des autoroutes. Quand on pense à l'hiver, on s'imagine souvent ça ou ça. Mais l'hiver, sur la route, ça ressemble plutôt à ça. Depuis 5 mois déjà, les agents de l'autoroute s'y préparent intensément. Au district du Dijonais, par exemple, toutes les saleuses sont révisées. Donc là, on regarde l'état des chariots qui amènent les selles. Là. Toute la partie d'opération d'entretien des saleuses, c'est primordial, au point de vue hydraulique et au point de vue mécanique. À partir du début de l'été, on commence les entretiens des saleuses jusqu'à cette période. Si on ne fait pas l'entretien préventif au premier coup de neige, on a des chances de ne pas être opérationnel. Et en fait, pour qu'une lame arrive à pousser la neige, il faut qu'on ait une bonne lame en bon état. Sinon, au bout d'un moment, on ne peut plus pousser. On va leur réapprendre les règles de sécurité, parce qu'il neige, c'est l'hiver, donc c'est des périodes quand même qui sont un peu difficiles en termes de conditions climatiques. Et on va leur remettre en tête les circuits. Un district, c'est le mien, 100 km, il y a 6 circuits. Donc chaque camion est affecté à un circuit de salage, donc on va remettre tout ça en place. Le réseau des autoroutes APRR est segmenté en districts et c'est à eux que revient la décision d'intervenir. Soit pour du préventif, avant les chutes de neige et le gel sur les routes, soit pour du curatif, pour raboter la neige ou enlever les plaques de verglas. Chaque intervention est conditionnée par le travail fourni ici par les prévisionnistes de Météo France. C'est un élément de dire qu'il ne se passera rien pour leur organisation. Et puis, quand il y a un événement moyen ou majeur qui est annoncé, on fournit une image toutes les 5 minutes. Et pour les prévisions, elles sont parfois remises à jour jusqu'à toutes les heures. En parallèle, on va dire des prévisions météorologiques de Météo France, nous avons aussi nos propres stations météo positionnées dans des endroits, on va dire, stratégiques, qui ont parfois une rampe de poids lourd ou sur des points un peu plus froids, et on déclenchera ou on ne déclenchera pas. Le sel, les districts en ont déjà eu un premier approvisionnement de 1500 tonnes chacun, une cargaison qui devrait suffire jusqu'à la fin de l'hiver. Si la chaussée est sèche, on ne va pas les saler, parce qu'une chaussée sèche, elle n'est pas glissante par définition, donc on ne va pas la dessaler, quand bien même les températures de chaussée seraient très basses. Alors que l'inconscient collectif, c'est il gèle, ça glisse. Non, si la chaussée est sèche, il n'y a aucune raison que ça glisse. Les patrouilleurs peuvent aussi effectuer ces contrôles régulièrement, des tests chimiques, pour éviter de trop saler la chaussée si elle est déjà traitée. Donc ça, c'est le réactif pour vérifier la présence de sel. Il a viré au blanc, ça veut dire que nous avons du sel sur la chaussée. Après, on procède par le plus bas, donc le réactif -15. Il a réagi vert, donc ça veut dire qu'on est protégé. Il aurait eu des taches roses, ça voudrait dire qu'on n'est pas protégé à -15. Dans ce cas de figure, j'aurais pris le réactif -10. On porte faire un préventif, parce qu'il y a annonce de la gelée cette nuit, puis on a peur que ça glisse. Et c'est ici, au PC Central, que les opératrices se chargent de prévenir les automobilistes sur les panneaux d'affichage de la présence de la saleuse. Rebelote comme ce matin, est-ce que tu peux me recréer un œillère pour le chantier d'A5 en sens 2 ? Oui. Au-dessus de tous les districts, le rôle est ici de suivre les interventions des hommes sur le terrain. Gendarmes, dépanneurs ou patrouilleurs, le PC est informé de tous les accidents et toutes les situations périlleuses. Alors, il y en a plusieurs, mais celle effectivement qui est la plus compliquée à gérer à l'instant T, ce sont les pluies verglaçantes.
Tout simplement parce que les pluies verglaçantes, malgré un salage, on ne peut pas y faire grand-chose, ça va glisser énormément. Et donc, par exemple, sur l'A5, on a pu effectivement voir, il y a 2 ans, un épisode où sur 5 km, nous avons eu plus de 30 accidents. Pour autant, ce n'est pas en hiver que les accidents de la route sont plus nombreux. Sur une année, à peine 4% se produisent par temps de gel, de neige ou de verglas. On a un trafic qui est quand même significativement plus faible que sur les périodes d'été. On va quand même avoir des périodes de pointe, en particulier soit sur les périodes de fêtes de fin d'année, soit sur les départs aux vacances d'hiver, qui représentent souvent des pics plus marqués qu'en été. Et si on le combine avec une météo dégradée, ça peut être vite compliqué. Il est 16h, merci d'être à l'écoute d'Autoroute Info. Hélène Calba. À la radio 107.7, on retrouve les mêmes caméras de contrôle, les mêmes alertes météo relayées en temps réel aux automobilistes. Par ailleurs, diverses zones de travaux peut-être sur votre trajet. Un chantier, par exemple, du côté de Chalon-sur-Saône, sur l'autoroute A6. Dès le début de l'hiver, les journalistes de la rédaction sont prévenus. Si la neige tombe en quantité, le mode rouge peut être déclenché à tout moment à l'antenne. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir pour donner la situation sur le terrain. On va faire intervenir également en mode rouge l'exploitant, c'est-à-dire les autoroutes APRR, qui vont venir parler en direct, nous dire ce qui se passe, nous dire quelle est la situation, est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que ça va se dégrader. On peut avoir éventuellement des témoignages de personnes parfois bloquées aussi dans la difficulté. Trafic dense ou fluide? La réponse est sur Autoroute Info. C'est le côté un petit peu ange gardien. C'est pour le conducteur qui peut être tout seul dans son camion ou dans sa voiture. Bon, on est là un petit peu par-dessus l'épaule pour dire c'est bon, tout va bien, ça va bien se passer. Le challenge, on sait qu'il est là par contre et qu'on sera vraiment écouté au moindre flocon sur l'autoroute. Alors oui, quand on pense à l'hiver, on s'imagine souvent ça ou ça. Mais sur l'autoroute, il faut aussi s'attendre à ça. Des conducteurs imprudents, mal équipés. Au PC Central, l'équipe du Centre d'information téléphonique a aussi un rôle clé à cette période. Sécurité autoroute, j'écoute. Quand ils appellent et qui nous demandent les conditions de circulation et la météo, on fait toujours avant de raccrocher, un petit pense-bête en leur disant n'oubliez pas de mettre vos chaînes dans le véhicule s'il y a besoin, mais vous ne chaînez pas sur autoroute. Les pneus neige, bien évidemment, et des couvertures de survie également si vous êtes bloqué sur l'autoroute. Ces dernières années, il y a peu de neige en Bourgogne-Franche-Comté, mais l'hiver ne fait que commencer. La météo n'a pas encore dit son dernier mot. Au chaud ou sur le terrain, aucun de ces agents de l'autoroute ne se dit stressé. S'adapter aux températures fait partie du métier. Quand il neige, comme on est tous sur le pont, il y a une grande solidarité qui s'organise autour de l'événement neigeux et c'est souvent très fédérateur pour l'équipe de district. De toute façon, nous, on se prépare, la neige elle tombe ou elle ne tombe pas. On dit un peu avec malice qu'on aime bien qu'elle tombe sur les pistes et puis pas sur nos autoroutes. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on est prêts. Emmanuel Billard, vous nous avez emmené ici. Où est-ce qu'on est exactement? Alors, nous sommes au centre d'exploitation de Fleurville, un des 25 centres d'exploitation de la direction des routes du département de Saône-et-Loire. Un centre d'exploitation, c'est une équipe de l'ordre de 8 agents en moyenne qui est chargée de l'entretien routier sur son secteur. D'accord, par exemple, ce secteur-ci, à côté de Mâcon, c'est combien de kilomètres de route départementale? Alors, ce centre de Fleurville, il gère à peu près 280 km de route. De toutes sortes, il y a la 906, RD 906, qui est une route à fort trafic, et puis aussi des petites routes dans les coteaux aux alentours. Alors on voit qu'il y a du chargement de sel, là il y a aussi des véhicules qui vous servent à entretenir les routes tout au long de l'année. Tout à fait, alors effectivement le sel ne sert que pour l'hiver, vous en doutez bien. Un centre d'exploitation, il a toutes les tâches d'entretien d'une route, c'est-à-dire le fauchage notamment, qui est aussi une tâche hivernale, l'entretien des fossés, les réparations diverses sur la chaussée, etc.
En hiver, effectivement, on a une particularité, c'est de devoir traiter les événements neigeux ou le verglas. Votre ennemi principal, c'est le verglas? C'est plus particulièrement le verglas dans la mesure où c'est un événement, on va dire, sournois. Il n'est pas visible par l'automobiliste et il est très difficile à détecter. Autant la neige se voit facilement et tout le monde adapte sa conduite, le verglas est un événement plus particulièrement difficile à traiter parce qu'il survient de manière assez Alors les équipes décousue. ici, Emmanuel Billard, elles travaillent à partir de quelle période sur la préparation de l'hiver, c'est-à-dire sur cet hiver qui arrive à grands pas là quand même, hein? Alors la préparation de l'hiver, clairement, elle se fait en avant de l'hiver, heureusement. Oui. C'est quelque chose qui occupe à peu près toute l'année les équipes de direction et de préparation. On peut anticiper? On doit anticiper. On doit anticiper, il faut que les matériels soient prêts début novembre. Il faut que le sel soit arrivé début novembre, que les saleuses soient efficaces et que tous les camions soient en ordre de marche. On prépare des plannings d'astreinte aussi pour nos agents et donc tout ça se fait globalement à partir de la fin d'été jusqu'à début novembre. Oui, un gros travail d'anticipation. Ce sel qu'on voit là, on imagine où il va finir, hein, évidemment sur vos routes départementales ici en Saône-et-Loire, mais d'où il vient? Alors clairement c'est du sel marin. C'est du sel qui vient de la Méditerranée. Il arrive depuis Aigues-Mortes via en fait, des péniches qui remontent le Rhône et la Saône. L'entreprise qui nous fournit le sel donc, ne nous fournit que du sel marin parce qu'il a des qualités qui sont appropriées au salage hivernal. Qui arrive par bateau, en plus c'est écolo. Alors ça remonte par bateau jusqu'à Mâcon, c'est plutôt écologique, ça évite d'avoir des norias de camions en effet. Et ensuite la distribution naturellement elle se fait plus par bateau mais par livraison de camions sur chacun des centres de la DRI. Alors tous ces centres là comme celui-ci, ils sont gérés à partir d'un centre opérationnel qui lui est basé à Mâcon. Oui, on a un centre d'information et de gestion du trafic et on a un système d'astreinte en cascade si vous voulez avec des décideurs pour faire face aux événements météorologiques. Donc on a un système d'alerte, de prévention avec des radars, des caméras. Des systèmes de détection effectivement sur les routes et aussi on s'appuie fortement sur les prévisions des météorologistes, en l'occurrence Météo France, pour anticiper les événements et prévoir au mieux le dimensionnement des équipes et surtout les périodes d'intervention qui peuvent se faire très tôt le matin notamment. Alors on est au centre d'intervention et de gestion du trafic du conseil départemental de Saône-et-Loire. Alors c'est d'ici que vous observez toutes les routes départementales. Combien de kilomètres en Saône-et-Loire? Nous avons 5280 km de route en Saône-et-Loire et sur lesquelles nous avons implanté depuis 4 ans maintenant 6 stations météo sur lesquelles nous avons de la photo toutes les 6 minutes et puis des données météo en continu aussi sur notamment tout ce qui touche à la température, aux conditions de surface. Ça veut dire que vous analysez quasiment en temps réel, absolument tout ce qui se passe. Quasiment en temps réel, on arrive à voir l'évolution des précipitations, on est capable avec les photos de voir s'il neige ou s'il pleut, de jour comme de nuit. Et ensuite, c'est à vous de prévenir le grand public sur l'état des routes alors? Et oui, effectivement, donc derrière, une de nos missions aussi est de mettre à jour un état des routes avec les conditions de circulation, c'est-à-dire, bon, ici on a une carte qui est toute verte avec des conditions de circulation normales, mais dès que les conditions se dégradent, eh bien on va mettre un peu des couleurs, voilà, ça vire à l'orange, au rouge le moins possible. Oui, c'est possible. Et quand tout est terminé, on revient en vert, on laisse un peu ça c'est sur notre site internet, c'est la communication du département de Saône-et-Loire, sur lesquels on a aussi nos chantiers, on a tout un tas de choses. Et cet hiver qui arrive, on le prépare en amont, longtemps en amont? Oui, forcément, puisqu'il faut que le matériel soit prêt, il faut qu'on ait débriefé les fins d'épisodes de l'année dernière, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. On est aussi sur une problématique aujourd'hui, c'est qu'on a eu des hivers peu rigoureux, ça fait 3 ans, c'est quand même plutôt calme, et on craint toujours d'avoir un bon coup de semonce au départ de l'hiver, et là on risque de ne plus se rappeler de ce qu'il faut faire, d'ailleurs mettre en place certaines procédures de renfort et ce genre de choses, donc voilà, on essaye quand même de prévoir. Merci beaucoup Gilles Galland de nous avoir expliqué votre travail.
Pour certains, l'hiver est plus difficile, voire plus cruel que pour d'autres. Il a d'ailleurs déjà commencé. Nous avons suivi toute une nuit de maraude, une équipe de la Croix-Rouge à Auxerre, des tournées qu'ils effectuent plusieurs fois par semaine lorsque le froid arrive. Cette maraude, nous avons eu la chance de la vivre avec Colette, Angélique, Bernard, Daniel et Richard. Ils sont retraités ou salariés, ils ont choisi de donner du temps au service des autres. C'est un chemin qu'ils connaissent bien, dans un bois à la sortie d'Auxerre. Début de soirée pour la Croix-Rouge. Les bénévoles partent à la rencontre de Yuri. Et après de longues minutes, l'homme finit par sortir de la forêt. Bonjour Yuri. Yuri est russe, il a 56 ans et vit dans un campement de fortune, à l'abri des regards. Les pâtes? Non. Des petites pâtes? Non. C'est bon ça. Boire un café en écoutant de la musique. Rituel banal pour la plupart d'entre nous, mais un luxe pour Yuri. On est le jeudi 23, on revient le lundi 27. 27. Comment on communique tous les deux, mais il me dit souvent Neznayou et puis il me parle et parfois je lui dis Neznayou non plus, Yuri, on éclate de rire, on écoute, on regarde des vidéos ensemble et puis ça se passe dans le regard, ça se passe dans ce petit truc que je ne saurais expliquer mais qui fait que oui, je l'aime beaucoup. Pour nos 5 bénévoles, la maraude se poursuit au centre-ville. Contraste entre les beaux magasins et ceux qui sont sur le trottoir. Vous voulez une soupe, monsieur? Ici, tous ou presque s'apprêtent à passer la nuit dehors. On va faire un tour là-bas. Tenez, monsieur. C'est quoi alors? La soupe au chou. La soupe au chou. Si vous voulez venir parler avec nous, vous parlez avec nous. On est là pour la rencontre, pour le dialogue. Deux mois. Voilà, vous faites 3 cafés. Voilà, on va vous faire 3 cafés. Hein. Le camion de la Croix-Rouge, un endroit pour discuter, avec un repas chaud. Le fait de donner du café, c'est un geste déjà envers eux. C'est les considérer comme tout le monde, comme tout un chacun. C'est peut-être le seul contact qu'ils ont avec les personnes extérieures, pour beaucoup. Tu sais que je fais de la peinture aussi de temps en temps. Non, je ne savais pas. Le foot, Ah, oui, mais ouais. pas la peinture. Alors, j'ai exposé. Donc voilà, maintenant je suis aussi j'ai exposé Je ne encore. savais pas que tu... Si, ça m'arrive de peindre de temps en temps, ouais. Jean-Yves est dans la rue depuis 30 ans. Et désormais, il accepte qu'on s'occupe un peu de lui. Je n'aimais pas être aidé. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de SDF n'aiment pas trop. Voilà. Donc, on se cache. Qu'est-ce que ça vous apporte? L'amitié, de voir des gens, et surtout le contact avec les autres. Ok, salut. À bientôt. Ouais, à bientôt. Ouais. On finit par la gare. Vous savez, il y a des fois, j'en ai les larmes aux yeux. Là. Je rentre à la maison, les larmes aux yeux. On n'endort pas. Et pourtant, je suis un vieux monsieur. Hein. J'en ai vu. Hein. Oui, parce que c'est pour les taxis et les cars. Il est 22 h et les bénévoles n'épargnent aucun recoin de la ville, ni aucun mot de ce monde. Direction la gare, où presque chaque jour maintenant, des migrants arrivent par le train. Il y a beaucoup de migrants et en fait, ils ne trouvent rien sur Paris. Donc ils prennent le train qui les amène ici. Donc ils descendent soit à Sens, soit à Migène, soit à Auxerre.
Et ce soir justement, l'équipe découvre un jeune homme qui semble déboussolé après plusieurs jours d'errance. Vous voulez un sucre ou 2 sucres? Il dit avoir 17 ans et venir d'Italie. Son état de santé est inquiétant. Vous avez des brûlures d'estomac? Et vous avez de la fièvre, non? Je peux? Vous allez boire votre café tranquillement, là. Hein, et on va vous emmener, d'accord? Hein, on va vous emmener en sécurité, d'accord? Comme il est mineur, les bénévoles sont obligés de l'emmener au commissariat, où ce réfugié attendra d'être pris en charge par une association. Le travail de la Croix-Rouge s'arrête ici. Nous, on n'est pas de la police, on n'est pas non plus une administration. C'est pas notre problème de savoir s'ils ont des papiers, s'ils en ont pas, s'ils sont en situation régulière. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, Croix-Rouge, notre rôle, c'est d'assister, d'aller vers les gens qui ont besoin de nous. C'est notre devise, hein, et c'est exactement ce qu'on fait. Et jusqu'au bout de la nuit. Dernier point de rendez-vous, le quartier de l'hôpital. Des sans-abri les attendent déjà. Tu as coupé tes cheveux? Tu as coupé tes cheveux? Si, depuis l'an dernier. Non, ils sont tombés. Ah bon? Mais je rigole. Mais ça te va bien, les cheveux coupés? Eux, ce sont Jay et Gaël. Une vie chaotique dont ils sortent parfois avant de replonger. 10 ans que ça dure. Bah, on discute et puis ils nous donnent à manger. Ça fait chaud au cœur? Ouais, bah oui. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. En fin de mois, on vient, c'est vrai, mais en début de mois, quand on vient de toucher le RSA, on ne vient pas profiter, tu sais, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont rien. Rien. Nous, on touche, je vais te dire la vérité, à 2, on touche 670 €. Sous le soleil de Marseille, on joue au boule. Sous le soleil de Marseille, les Schmitt et la cagoule. Ça fait plaisir de les voir sourire, vous comprenez? Bah ouais. Ça va être un petit moment de plaisir. Et puis, moi, je suis content, ils ont le sourire. Donc, on va pas pleurer. Vous savez, oui, je suis content. Ils ont un sourire, puis je suis content. Ils me chantent, c'est bien. Voilà. Voilà. Des sourires qui ne masquent pas la réalité. Avec moins de place dans les foyers et une explosion des demandes, la Croix-Rouge craint l'hiver qui arrive. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Resto du Cœur. Merci de m'accueillir. Jean-Denis Barrois, vous êtes le responsable départemental des Restos du Cœur en Côte d'Or. Ici, on est dans le centre de Dijon-Nord des Restos du Cœur. Et on voit que vous êtes déjà prêt, puisque la campagne d'hiver a déjà débuté le 20 novembre dernier. Ça se prépare longtemps à l'avance? Ça, 2 semaines à l'avance. Oui. 2 semaines à l'avance avec des livraisons qui viennent de Paris, qui arrivent à l'association départementale, qui sont ensuite dispatchées à tous les centres. Oui. En Côte d'Or, on a 25 centres. Pour combien de repas distribués chaque année? Alors chaque année, c'est en gros sur une année complète à peu près 1 million de repas. Oui. Pour l'année dernière, si on fait le compte total, on a reçu 14 000 personnes. Ici, on a à peu près une centaine de bénévoles et on reçoit sur la campagne d'hiver à peu près 800 familles, ce qui représente en gros à peu près 2000 personnes. Donc ils sont répartis sur la semaine, sur les 4 jours de la semaine. Mais en fait, bon, tout ça c'est soumis à des règles aussi. Hein. C'est-à-dire que les gens doivent donner des documents attestant de leurs ressources, de leurs charges. Et donc le barème est beaucoup plus bas en été qu'en hiver. C'est la raison pour laquelle on a plus de monde. Et puis cette campagne d'hiver, elle est emblématique parce que c'est la 33e, parce que Coluche avait imaginé les choses comme ça en disant l'hiver, il y a besoin de se réchauffer, il y a besoin d'un repas chaud, il y a besoin de prendre un café, il y a besoin un peu de chaleur humaine aussi. C'est vrai que si on compare la première campagne qui date de 85, où on avait 200 centres installés, 5 millions de repas distribués, et puis je crois que c'était 600 bénévoles. La comparaison avec la 33e,
C'est 135 millions de repas à distribuer, avec presque 1 million de personnes, entre 900 000 et 1 million. Les chiffres ont explosé et en même temps, la population s'est énormément diversifiée. Absolument. Le public de personnes accueillies a beaucoup évolué. À l'origine, on a toujours beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de chômeurs longue durée par exemple, mais de plus en plus, on rencontre des travailleurs pauvres, des retraités qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins complètement, des étudiants, surtout des étudiants étrangers. Et puis très récemment, évidemment, on a accueilli beaucoup de personnes, de migrants, de personnes venant de pays en grande difficulté, en guerre. Et ça nous pose problème parce qu'il nous faut nous adapter à ce nouveau public, qui est des gens qui ont des habitudes, notamment alimentaires, très très différentes des gens qu'on accueillait auparavant. Ici, on a énormément d'activités en dehors de la distribution alimentaire. Mais on essaie, alors évidemment, le principe même des Restos du Cœur, c'est un peu de pain et de chaleur. Bien sûr. Et même pour les gens qui ne viennent pas à la distribution alimentaire, on a ici à Dijon-Nord une grande cafétéria ouverte. Et les gens peuvent venir y passer un après-midi. Mais c'est vrai que l'idée reçue des Restos du Cœur, c'est la distribution alimentaire. Et en fait, c'est la première mission. Voilà, c'est la première approche. Mais les Restos du Cœur, c'est beaucoup plus que ça maintenant. Ici, il y a aussi des vêtements, pourquoi? C'est le pôle bébé. Le pôle bébé qu'on a créé une année à peu près, c'est le pôle bébé. On va laisser les bénévoles des Restos du Cœur à leur mission. On va s'intéresser à la vie des agriculteurs au début de l'hiver. L'élevage, la culture font d'abord penser à l'été, évidemment les récoltes, les moissons, mais les agriculteurs ont aussi une vie en hiver. Il y a plus de 100 ans, d'ailleurs, ils changeaient de métier à l'hiver venu. Ils devenaient forgerons, ils devenaient lunetiers ou encore horlogers. Aujourd'hui, ils travaillent en GAEC, ont des troupeaux plus importants et vivent correctement des revenus du lait. Ils en profitent l'hiver pour se former, pourquoi pas. Et puis ils continuent bien sûr à s'occuper de leurs bêtes. Tout de suite, rendez-vous dans les frimas du Doubs et du Jura. Il est à peine 6 heures en ce matin d'hiver. À l'abri de la bise noire qui souffle sur le village, les 85 vaches laitières de ce GAEC défilent dans la salle de traite. Ce moment-là, c'est un moment que vous appréciez, vous? Ah bah oui, la traite, le rapport avec nos vaches, traite avec nos vaches le matin, c'est vraiment le début de la journée, c'est un rituel. Avant le départ du lait pour la fruitière, Sylvain, l'associé de Lionel, rejoint les tables pour donner le foin de l'été aux bêtes, près d'1 tonne à chaque repas, et visiblement cette période hivernale ne les perturbe pas. Quand il commence à faire froid, on laisse la porte du bâtiment ouverte et le matin, quand on revient, elles sont toutes revenues à l'intérieur. Et quand il fait des très fortes pluies, elles ne veulent pas sortir. Donc on remarque qu'elles préfèrent, quand il fait froid ou qu'il pleut, être à l'intérieur. Le jour se lève. Chacun rentre chez soi pour le petit déjeuner. Le rituel est le même depuis plusieurs générations, sauf que pour les parents de Sylvain ou ceux de Lionel, après la traite, une seconde journée s'annonçait. Il n'y avait que quelques vaches, et c'était soit avoir une double activité, soit aller carrément à la ville chercher un autre travail. Et donc, vous, vos parents Donc moi, mes parents, mon papa était moniteur de ski de fond. Sinon, ils n'auraient pas pu rester là, ils n'auraient pas pu reprendre la ferme, à mon avis, c'était pas viable. Ainsi, pendant plusieurs siècles, la double activité des paysans a façonné l'histoire de toute la région.
Les paysans, c'était vraiment des petits paysans avec 3 vaches, 4 vaches. Et certaines années, ils n'arrivaient pas à vivre. Hein. Il y avait des années de disette, donc il a fallu très rapidement trouver des professions annexes. C'est ce qui s'est passé sur toute la chaîne du Jura. Et Roland Giraud est bien placé pour le savoir. Il a été l'un des derniers lunetiers indépendants installés dans la ferme-atelier de ses ancêtres. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il a laissé les lieux en l'état comme un hommage à tous ceux qui l'ont précédé dans cette maison. Dans des villages comme autour de Morée, comme la Mouille, eh bien, toutes les fermes avaient une forge et fabriquaient des clous à partir des années 1550. Des clous, puis des lunettes, vendues dans toute la France. Alors ça, c'est des lunettes qui ont 150 ans, on peut dire, qui étaient prêtes à être expédiées. Hein. Alors c'était tenu avec une ficelle, et tout. Oui, et les verres, correcteurs, ça c'est du plus 1, c'est du... Quand on commence à avoir besoin de lunettes, plus 1, c'est bon. Le scénario est quasi le même dans toutes les zones agricoles de montagne. Les hivers longs et rigoureux confinent les familles dans les fermes. Dans le Haut-Doubs, le paysan travaille sur la fenêtre. L'expression est même restée dans le langage populaire. Disons qu'ils étaient très, très habiles, ceux qui faisaient ces choses-là. Ils faisaient surtout une ou deux pièces dans la montre qui pouvaient se faire, qui se faisaient manuellement à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de matériel, hein, ou très peu. Donc ils fabriquaient pour d'autres plus grosses maisons une partie des pièces, mais pas toutes les pièces. Ici, à Grand-Combe-Châteleux, la ferme est devenue musée depuis la mort en 1994 de Jules, dernier propriétaire. Il était paysan et débardeur, des bûcherons, donc il avait tout le matériel. C'est pour ça que vous avez ici tout le matériel lié au bûcheronnage, avec des scies, les passe-partout. Et donc il partait en hiver quand le temps le permettait avec son cheval, scier les arbres et ensuite les travailler. Mais surtout il fallait entretenir toutes ces lames de scie puisqu'elles s'usaient. Les hommes à l'atelier ou au bois, les femmes au tissage. Après s'être occupés des bêtes à l'étable, on s'installait dans une pièce pour filer puis tisser une toile brute qu'on appelle le tissu de ménage. En 1830, il y avait de la contrebande de coupons de tissu entre Moulbon et la Suisse. Ça veut dire qu'il y avait du tissu qui se faisait ici. Oui. On peut compter un métier sur 4 fermes. Et dans chacune des fermes, la vie s'organise autour du tué où l'on fume la viande de cochon élevée sur place. La salle à manger ne sert qu'aux veillées. En hiver, on s'y retrouvait parce que c'était une pièce qui était chauffée, agréable, et on s'y retrouvait avec les voisins ou les amis ou la famille pour soit jouer aux cartes, soit faire des activités. Les femmes pouvaient tricoter, filer, et les enfants pouvaient jouer aussi. On se retrouvait ensuite autour d'un gâteau de ménage, peut-être d'un petit alcool. Et voilà, c'était les soirées d'hiver. Dans certaines maisons, on pouvait aussi danser. Ça existe, ça arrivait aussi. Aujourd'hui, toutes ces images sont des objets de musée, en particulier grâce au fromage qui fait vivre le paysan des montagnes franc-comtoises. Ce comté qui donne du travail toute l'année. À Chapelle-des-Bois, la fruitière bio réunit tous les agriculteurs du village qui y livrent leur lait et c'est Sylvain qui en est le gérant. On est un petit peu privilégié par rapport à nos collègues, peut-être même au niveau national, qui sont en les standards. Nous avons une filière qui fonctionne bien et qui nous permet effectivement de vivre de notre travail. Et d'en vivre toute l'année. Et d'en vivre toute l'année, oui. La double activité n'est plus une nécessité économique. L'hiver, le temps est mis à profit pour d'autres tâches, le soin des bêtes, l'entretien du matériel, les travaux de comptabilité et depuis peu aussi des formations théoriques ou pratiques, un temps différent et une saison que tous aiment profondément ici. C'est une période qu'on aime bien, une fois que voilà, tous les animaux sont dedans, que tout est rentré,
Oui, on a besoin de passer par l'hiver pour aussi apprécier le printemps. Et puis si l'hiver ne se fait pas, ben, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Ancré dans les paysages, inscrit dans l'architecture et dans l'histoire de l'industrie, le travail du paysan en hiver se confond avec les gènes de toute une région. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain et donc l'année prochaine pour un nouveau numéro d'Enquête de région. D'ici là, prenez soin de vous et passez de très belles fêtes de fin d'année.